Nous marchons sur lui, nous construisons sur lui et nous le cultivons pour nous nourrir. Toute notre vie dépend du sol et paradoxalement, le sol est un organisme vivant assez méconnu. Une science lui pourtant dédiée, la pédologie. Et je reçois cet après-midi 3 spécialistes qui s'intéressent chacune à différents aspects du sol pour en dresser un état des lieux. J'attends dès maintenant toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science aujourd'hui, les millions de moustiques génétiquement modifiés du Brésil. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu, des escadrons de moustiques kamikazes censés tuer leurs congénères sont sur le point d'être lâchés dans la nature. Cette méthode OGM est-elle vraiment sans risque pour l'environnement ? On pose la question à la une. Stéphanie Texier réalise notre tête au carré, préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Il est donc sous nos pieds. Il nous intéresse cet après-midi dans le dossier de l'émission Le Sol. Et pour en parler, je reçois Claire Chenu, Solène Demonnet et Claude Grison. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Soyez les bienvenus. Claire Bonjour. Chenu, est-ce qu'on peut parler du sol comme d'un organisme vivant ? Le sol et l'habitat héberge une biodiversité absolument phénoménale. On estime aujourd'hui que 25% des espèces décrites de notre planète vivent dans les sols, au moins une partie de leur existence. Donc c'est un réservoir formidable. Solène Demonnet, à qui appartient le sol sur lequel nous marchons ? À nous tous, et nous devons tous en prendre soin. Ouais. Mais c'est vraiment un bien partagé ? Il n'y a pas de juridiction plus précise ? À l'heure actuelle, c'est un bien qu'on ne reconnaît pas en droit comme étant un milieu nécessaire à notre survie. Et donc, nous devons améliorer ce point-là. Claude Grison, certaines plantes ont la capacité de dépolluer les sols contaminés. Et ça vous intéresse beaucoup. C'est même votre sujet de recherche préféré. Tout à fait. C'est une véritable passion dont j'espère débattre tout à l'heure. Ouais, c'est de la chimie verte, hein ? La chimie verte qui va permettre de valoriser ces plantes et de leur donner une valeur, les faire sortir de leur statut de déchets actuel pour devenir peut-être un outil de remédiation. Et on a déjà visiblement de très bons résultats. On se retrouve donc dans un instant avec les messages qui arrivent déjà sur le site de l'émission. La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie. Et les moustiques transgéniques de la compagnie Oxitec, fin prêts à être déployés au Brésil et aux États-Unis, conçus en laboratoire, modifiés génétiquement pour entraîner la mort de générations entières de leurs semblables. Ils sont aujourd'hui au centre de vifs débats scientifiques et éthiques. Ces moustiques modifiés sont-ils la bonne arme pour lutter contre les trop nombreuses maladies véhiculées par Aedes aegypti ? Frédéric Simard, vous êtes avec nous en ligne pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche MIVEGEC à l'IRD de Montpellier, puis également dans ce studio avec nous Hervé Kempf, notre partenaire avec le magazine Reporter.net. Bonjour Hervé. Bonjour Mathieu. Racontez-nous Hervé ce que s'apprêtent à faire les Brésiliens avec ces lâchers de moustiques. Eh bien, ils s'apprêtent à trouver ce qu'ils espèrent être une solution à diverses fièvres tropicales, dont la dengue, une autre fièvre qui est transmise par le virus du chikungunya, et puis une autre fièvre qui est transmise par le virus Zika, qui a beaucoup fait parler de lui depuis 3 à 4 ans. Ce sont des fièvres qui se répandent de plus en plus, essentiellement dans les pays tropicaux, où elles posent un vrai problème de santé publique. C'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de morts chaque année. Et donc, on cherche pour l'instant une solution qu'on ne trouve pas. Donc, essai qui va se faire d'un premier moustique transgénique, c'est à Piracicaba, c'est à 2 heures de Sao Paulo à peu près, et on a commencé là-bas à lâcher des moustiques du genre Aedes aegypti, transgéniques, c'est-à-dire transformés par l'insertion d'un gène, mais Monsieur Simard va l'expliquer beaucoup mieux que moi, et cette transformation va faire mourir en quelque sorte la descendance des femelles moustiques avec lesquelles les mâles transgéniques s'accouplent. Depuis quelques années, des essais ont été menés, par exemple aux îles Caïmans, mais à toute petite échelle. Là, on passe à un niveau supérieur avec non pas tout à fait dans la nature, mais plutôt en ville, dans cette ville qui est infestée par ces moustiques. Et c'est à peu près sur 12 km² que cette expérience va être menée avec la firme privée Oxitec et l'aval de la municipalité. Alors Frédéric Simard, ce moustique Oxitec, c'est une arme. Comment fonctionne-t-elle ? Alors c'est un moustique génétiquement modifié, comme vous l'avez dit. On a introduit un gène chez le moustique qui le rend dépendant d'une molécule qu'on ne trouve pas dans la nature. Cette molécule, c'est un antibiotique, la tétracycline. Donc, on ne peut élever ces moustiques qu'en présence de tétracycline. Ça, on le fait au laboratoire. Et une fois qu'on lâche les mâles dans l'environnement, ils vont s'accoupler avec des femelles sauvages. Ils vont donc transmettre à la descendance ce gène qui rend dépendant à la tétracycline. Et comme on ne trouve pas de tétracycline dans l'environnement, les larves ne vont pas pouvoir se développer, elles ne vont pas donner naissance à des moustiques adultes. Et c'est comme ça qu'on espère limiter la population d'Aedes aegypti dans ces villes. Ça veut dire que si la larve trouve des antibiotiques dans la nature, elle pourra survivre ?
Ben c'est ça. Ça, c'est de la théorie. Et en pratique, sur le terrain, il y a effectivement des endroits au bord des hôpitaux, au bord des abattoirs, parce qu'on utilise cet antibiotique pour traiter les gens et les animaux surtout. Et donc, on va retrouver des traces de cet antibiotique dans la nature. Et dans ces cas-là, les larves vont pouvoir survivre et finalement donner des adultes qui vont pouvoir transmettre la maladie. Donc, il faut rester très prudent et c'est pour ça que des études sur le terrain sont absolument nécessaires pour valider cette méthode. Quelle est l'espérance de vie de la larve quand elle n'a pas d'antibiotique à disposition ? Dans des conditions optimales, c'est entre 6 et 8 jours. La larve dure 6 à 8 jours et après elle se transforme en adulte, un peu comme un asticot donne une mouche. Frédéric Simard, la grande question qui se pose, c'est que, évidemment, ce gène capable de tuer des moustiques, est-ce qu'il est possible qu'il passe chez d'autres espèces vivantes ? Alors dans la construction actuelle, c'est très peu probable effectivement. Le gène est inséré dans le génome du moustique et il y a peu de probabilité que ce gène passe d'une espèce à l'autre, mais ça s'est déjà vu, notamment dans le cadre de gènes de mutations qui apportent un avantage sélectif à l'individu qu'il porte. Par exemple, des gènes de résistance aux insecticides ont pu passer comme ça d'une espèce de moustique à l'autre. Alors ce gène-là, l'avantage qu'il produit est pas évident puisque c'est la mort du moustique. Mais peut-être que dans certaines conditions, ça peut apporter un avantage et il faut vraiment être très vigilant avec ces approches basées sur les OGM. Mais c'est le même cas de figure que ce qu'on a sur les plantes, par exemple. C'est les mêmes questions. Alors, les éventuelles conséquences négatives que vous soulignez, est-ce qu'elles ont été suffisamment évaluées? Et le fait que cet essai soit mené par une firme privée, qui a le but légitime au demeurant de faire du profit, est-ce que ça pose pas un problème quand même de bonne conduite de cette expérimentation? Alors si, ça pose un souci parce qu'il n'y a pas d'évaluation indépendante de la firme Oxitec. Mais d'un autre côté, on a très très peu de méthodes actuellement pour évaluer l'impact d'une méthode de contrôle contre les moustiques. On sait ce qu'on met dans l'environnement, mais on dose difficilement l'impact. Donc il est absolument nécessaire de développer des méthodes pour justement juger de l'efficacité de cette méthode sur le terrain. Et tout ne peut pas se résoudre en laboratoire. On peut faire les théories qu'on veut. C'est une fois qu'on passe sur le terrain qu'on est confronté vraiment à des problèmes auxquels on n'aurait pas forcément pensé en labo. Et ces études vont être très intéressantes à être suivies. Mais il faut absolument développer une évaluation contradictoire ou au minimum indépendante d'Oxitec. Est-ce que tuer un maximum de moustiques rapidement, c'est efficace pour faire baisser le nombre de malades ? Alors, il n'y a pas une relation linéaire entre le nombre de moustiques et le risque de transmission. Le paramètre important, c'est la longévité des moustiques. Si vous avez de nombreux moustiques dans l'environnement, mais qui vivent très peu longtemps, vous avez quasiment pas de risque de transmission. À l'inverse, s'il ne vous reste que très peu de moustiques, mais que ceux-ci vivent longtemps, c'est là où on a vraiment un risque de transmission. Et c'est ça, justement, la durée de vie des moustiques adultes qu'on a du mal à évaluer pour l'instant avec les méthodes qu'on a sur le terrain. Hervé Kempf. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Parce que celle-là semble un petit peu prématurée, on n'en mesure pas toutes les conséquences, vous l'expliquez bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies de recherche pour ce problème? Bien sûr, il y en a énormément et il faut surtout pas qu'on fasse la même erreur que ce qu'on a fait dans les années 70, dans les années 50 même, avec la découverte du DDT, en se disant, ça y est, on a un insecticide qui marche, on a une méthode de lutte qui marche, on mise tout sur ça, parce que forcément, on génère de la résistance et il y aura de la résistance à ces méthodes de lutte également basées sur la génétique. Donc ce qu'il faut faire, c'est développer un panel de méthodes de lutte qui ait des modes d'action différents. Donc les insecticides, il faut pas les jeter à la poubelle. Quand c'est bien utilisé par des gens qui connaissent les risques, c'est très efficace. Donc en combinant par exemple des insecticides utilisés par des gens qui savent le faire, en formant les gens à utiliser les insecticides, en développant de nouvelles molécules insecticides, en combinaison avec des approches génétiques et des approches plus biologiques d'aménagement de l'environnement, parce qu'on peut limiter les populations de moustiques en évitant de leur proposer des gîtes larvaires dans lesquels ils vont se développer favorablement. Tout ça doit être développé de concert. Et le but, c'est de mettre à disposition des gens qui font de la lutte contre les moustiques une boîte à outils dans laquelle ils vont pouvoir piocher en fonction du contexte. Les approches génétiques, vous savez, dans le monde francophone, ont très mauvaise réputation. Donc c'est pas des choses qu'on va pouvoir mettre
en avant pour faire de la lutte dans les environnements francophones. Donc on est absolument obligé de développer des méthodes alternatives à cette méthode génétique. Claude Grison, vous souhaitez réagir? Oui, peut-être, j'aurais une question naïve de quelqu'un qui n'est pas du domaine, mais est-ce qu'Oxitec a prévu un plan d'action si l'expérience était négative et devienne incontrôlable? Pas que je Le sache. scénario du pire. Hein. Pas que je sache, parce que le pire, d'après eux, est déjà dans l'environnement, c'est-à-dire l'absence de tétracycline. Mais il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan de rattrapage, à ce que je sache, au lâcher de ces moustiques dans l'environnement. Merci beaucoup Frédéric Simard en tout cas pour votre éclairage, et puis on retrouve bien sûr un article consacré à ce thème des lâchers de moustiques OGM, hein, Hervé, sur le site reporter.net. Merci beaucoup, puis Axel, on se retrouve demain. Allez, à demain. Allez, bonne journée. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'univers observable contient 10 fois plus de galaxies que prévu. Rien que ça, des chercheurs anglais ont fait le bilan d'une dizaine d'années d'observation de la voûte céleste dans toutes les longueurs d'onde et par les plus grands télescopes. Ils estiment que l'univers visible depuis le système solaire contient 2000 milliards de galaxies contre 200 classiquement annoncées dans les manuels scolaires. Le nombre d'étoiles dans l'univers tout entier lui reste un grand mystère étant donné que nous n'en connaissons ni la taille ni la forme. Attention aux antidépresseurs durant la grossesse, 10% des femmes enceintes souffrent de dépression et parmi les remèdes proposés, les antidépresseurs de type ISRS qui sont autorisés en France. Une étude publiée dans la revue JAMA établit aujourd'hui un lien entre les troubles du langage chez les nouveau-nés et la prise de ces antidépresseurs pendant la gestation. Bien que ce lien ne soit que statistique et que la causalité doit être démontrée par d'autres études, les spécialistes français du Centre de référence pour les agents tératogènes conseillent d'opter au maximum pour des solutions non médicamenteuses durant la grossesse. Et puis enfin, café, bière et pizza sont les 3 mots du registre alimentaire les plus tweetés. Une équipe américaine de recherche en big data a tenté de faire parler plus de 80 millions de tweets géolocalisés et postés en un an sur Twitter. Il remarque par exemple que les quartiers riches en fast-food tweetent plus facilement sur la malbouffe et que les messages au sujet de nourriture saine émanent majoritairement de quartiers où la pratique du sport est importante. Des études à large spectre de ce genre pourraient permettre une sensibilisation ciblée géographiquement, mais également une politique d'urbanisation adaptée aux besoins des différents quartiers. Allez, la qualité des sols, c'est le dossier dans un instant. Otseki, Falling Out. La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter. Le sol, il est donc sous nos pieds, pourtant nous le connaissons mal, très mal. C'est le dossier d'émission cet après-midi avec mes invités pour en parler. Claire Chenu, vous êtes professeur de sciences du sol à AgroParisTech et vous êtes membre du laboratoire d'Eco6 pour écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes. J'ai répété avant de le dire. Claude Grison, vous êtes chimiste du vivant, directrice du laboratoire de chimie bio inspirée d'innovation écologique à Montpellier. Vous êtes professeur à l'université de Montpellier et vous venez de recevoir, là, il y a quelques semaines, le prix François Sommer Homme Nature. Et puis en 2014, vous avez eu la médaille de l'innovation du CNRS pour vos travaux justement en chimie verte. Et puis Solène Demolay, vous êtes coordinatrice du projet Protection des sols pour France Nature Environnement. Les auditeurs nous rejoignent déjà avec des questions pour vous sur franceinter.fr et sur le mot-clé LATA. Comment est-ce qu'on caractérise le sol que nous avons sous les pieds? Que nous dit la science? Que nous dit la juridiction? Vous avez toutes les trois des réponses à apporter à cette question. Claire Chenu, peut-être pour commencer? Alors peut-être pour dire ça dépend de la qualité des sols, c'est l'aptitude des sols à nous remplir les services, les fonctions que nous attendons d'eux. Donc il y a une très très grande diversité de sols et tous les sols ne sont pas aptes à tout. Certains sols sont plus propres à être support d'ouvrage, d'autres à permettre une production végétale. Et derrière, les caractéristiques de ces sols sont différentes. Et c'est un véritable enjeu de pouvoir définir précisément et caractériser la qualité des sols. Oui. Claude Grison, pour compléter cette réponse. Oui, d'une façon plus globale, je dirais que pour moi, le sol, c'est le support de la vie. Les quelques centimètres d'humus qu'on piétine chaque jour sont là pour assurer notre sécurité alimentaire, la disponibilité de la qualité de l'eau, la préservation de la biodiversité. Donc en fait, le sol est vraiment au cœur des enjeux du développement durable et de notre avenir. Oui. C'est un bien vital. Ouais. Et sur notre Terre, alors il fait quelle épaisseur? Comment c'est très considère, variable, quelques centimètres à quelques mètres. Le sol, c'est la couche superficielle, c'est l'épiderme vivant de notre planète, qui peut quelques centimètres à quelques mètres de profondeur. Ouais. Et il se trouve au cœur des enjeux de notre planète. Effectivement, sécurité alimentaire, sécurité des ressources en eau, changement climatique, préservation de la biodiversité. D'où cette année internationale qui lui avait été consacrée l'année dernière. L'année 2015 a été décrétée par l'ONU, Année internationale des sols. Et vous en avez été l'une des ambassadrices. Solène Demolay, alors pour vous, réponse aussi à cette question sur la définition des sols, peut-être plus d'un point de vue juridique? D'un point de vue juridique, on peut dire qu'il n'y a pas de définition du sol, puisqu'on se raccroche
juridiquement à des définitions qui sont scientifiques, mais aujourd'hui on ne trouvera pas une définition du sol dans le code de l'environnement, de l'urbanisme ou du code rural. Et c'est aussi là toute la difficulté, puisque sans définition et sans volonté de protéger, finalement, on n'a pas de régime protecteur des sols. Ouais, donc il n'y a pas de protection. Les sols ne sont pas protégés. Non. Alors aujourd'hui, on voit que en France ou en Europe, on a une protection du milieu haut, on a une protection de la qualité de l'air, mais il manque le troisième larron finalement qui est le sol, et c'est ce pourquoi nous on se bat à France Nature Environnement, c'est qu'un statut juridique de la protection des sols soit reconnu. Ouais, ça paraît insensé, Claude Grison, non, qu'il n'y a pas de juridiction là-dessus. Oui, le sol est un bien vital au même titre que l'eau, la santé, c'est parfaitement reconnu dans ces cas-là. Ça ne l'est pas dans le cas des sols, c'est absolument hallucinant. Ouais. C'est un patrimoine commun qu'on doit tous préserver. Claire Chenu, est-ce qu'on avance quand même vers une juridiction ? On avance avec un essai de mise en cohérence des différentes juridictions, parce que le sol est en fait présent de manière incidente. Solène Demonnet en parlerait mieux que moi dans différentes réglementations. Oui. Mais il est urgent de tenir compte des sols, de les protéger. Les sols sont en effet une ressource qui est tout à fait limitée. Seuls 22% de la surface de nos continents est propre sans contrainte majeure à l'activité agricole, et ils sont fortement menacés. 22%, peu, un cinquième des terres émergées, c'est tout. Nous en dépendons pour notre alimentation, et ils sont sacrément menacés, en danger. Grison. Je ne peux que compléter les propos de Claire. Je pense que la situation porte à réflexion. Donc, je pense qu'il faut en parler, il faut en débattre pour effectivement changer ce statut. Alors, il y a une question intéressante de Gilles qui est toute simple, mais qui certainement mérite quelques nuances. Qu'est-ce qui fait qu'un sol est considéré comme étant de bonne qualité ? Alors, Claire Chenu ? Alors ça dépend ce que l'on attend de lui, mais par exemple pour des sols agricoles, ça va être de permettre la croissance des plantes sans impact négatif sur la santé de l'écosystème et l'environnement. Donc permettre l'ancrage des racines, fournir de l'oxygène, de l'eau, racines, des éléments nutritifs, permettre une pénétration aisée, avoir des auxiliaires, une biodiversité favorable dans le sol. Il y a des bons indicateurs donc pour justement juger de la qualité d'un sol ? Alors c'est une difficulté, mais le premier c'est peut-être la profondeur de sol, sa pierrosité. Mais également sa texture, ce pourcentage de particules de différentes tailles, teneur en argile par exemple, quelque chose, et puis sa teneur en matière organique, la richesse, l'abondance de ces organismes. Oui. Donc il y a tout, il est important aujourd'hui, étant donné les fonctions des sols et les menaces qui pèsent sur eux, de développer des indicateurs de qualité des sols. Les vers de terre sont-ils de bons indicateurs de la qualité des sols ? Les vers de terre sont de bons indicateurs de la vie dans le sol, et ils assurent un certain nombre de fonctions. Ils créent des galeries, par exemple, qui permettent la pénétration rapide de l'eau, et à ce titre, ce sont des indicateurs tout à fait intéressants. Et puis c'est accessible presque à tous de les quantifier. Solène Demonnet ? Oui, sur les vers de terre, on a réussi à quantifier le fait qu'un sol qui contient des vers de terre, donc en quantité suffisante, a un taux de pénétration de l'eau de 90%. Supérieur à un sol qui n'en a pas. Donc on voit vraiment le rôle fondamental des vers de terre. Certains les appellent les intestins de la terre. Voici l'extrait d'un documentaire justement pour en parler. Les vers de terre constituent à eux seuls 70% de la masse totale de tous les animaux terrestres, hommes compris. Il en existe plus de 4000 espèces, de quelques centimètres à plus de 3 mètres en Australie. On en trouve partout sur la surface du globe, excepté dans les régions polaires et les déserts. Pour creuser ces galeries, il avale progressivement la terre devant lui, l'équivalent de son poids par jour. Elle transite dans son tube digestif et se mélange aux débris de matière organique. En déposant ses déjections à la surface du sol ou dans ses galeries, il approvisionne les racines en minéraux et renouvelle la couche d'humus. En 10 ans, le sol d'une prairie sera entièrement passé par les intestins des lombrics qui l'habitent, aéré, mélangé, enrichi depuis les horizons profonds. Voilà, et on voit ces vers de terre ultra présents dans tous les organismes vivants. C'est absolument incroyable, les chiffres qui ont été donnés là dans ce documentaire. Claire Chenu, je crois qu'il y a même des collectes, des initiatives collectives, c'est ça, qui sont organisées pour en savoir un peu plus sur les vers de terre. Tout à fait. Il y a un observatoire participatif des vers de terre, et vous pouvez sur le site internet aller rechercher comment est-ce qu'on quantifie des vers de terre. C'est très simple. Il faut de la moutarde, de l'eau, un arrosoir. C'est vrai. Ah oui, tout à fait. C'est accessible. C'est même très amusant. Et vous pouvez participer
au dénombrement des vers de terre dans les sols de France. Donc on peut faire de la science. On peut faire de la science. Via ce site internet Chacun qui est à disposition. Jacques demande, est-ce qu'un sol mort est possible, Claude Grison ? Alors je pense que donc il faudrait peut-être revenir sur ce terme. Je pense qu'il est un petit peu abusif. Il faut le voir un petit peu comme l'a évoqué Claire en termes de biodiversité. Je peux donner d'ailleurs un exemple concret. Parlons par exemple d'anciens sites miniers. Donc qui sont difficilement qualifiables de sols au sens classique du terme. Ce sont des sols appauvris, appauvris en nutriments organiques qui ont particulièrement disparu, appauvris en micro-organismes. Donc là, on va pouvoir effectivement parler de sols largement perturbés et dégradés. Plus que de sol mort au sens strict et classique du terme. Donc il y a toujours une résilience possible d'un sol ? Oui, elle n'est pas forcément simple. Donc là, si on revient encore sur des sols qui sont par exemple très très chargés en métaux lourds, donc la vie est réduite à une simplicité dramatique. Mais donc certaines espèces arrivent à s'adapter progressivement, difficilement. Et le point important, bien, c'est d'essayer de voir, de découvrir ces espèces, de les identifier, de voir comment elles résistent et comment elles ont réussi à s'adapter à ces scénarios extrêmes. Solène Demonnet, tout n'est pas toujours désespéré alors ? Il y a toujours une chance de récupérer un sol ? Oui, il y a toujours une chance et heureusement c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour agir avant qu'il soit trop tard. Et pour reprendre l'exemple des sites pollués, dans les calanques de Marseille, il y a des anciennes industries qui ont une activité au début du siècle dernier. Et on voit aujourd'hui que ces sites fortement pollués sont colonisés par des espèces protégées. Aussi, l'astragale aime beaucoup le sol pollué. Donc, il y a là une complexité à gérer une pollution, en même temps protéger une espèce protégée et donc adapter des techniques de dépollution qui n'altèrent pas un cœur de parc national comme celui du parc des Calanques. Jean-Claude demande justement reconstituer des sols très dégradés et peut-être réversibles. Mais à l'échelle humaine, ça demande combien de temps, Claude Grison ? Oui, c'est une question très importante. Il faut savoir prendre son temps. Donc, je ne vais pas répondre par un chiffre. Je vais répondre plutôt par des exemples précis. Je pense qu'on peut évoquer donc le cas de la Nouvelle-Calédonie où nous travaillons beaucoup au laboratoire. On est dans un contexte de dégradation très avancée par des activités minières. Dû à la pollution, minières. par exemple Alors, pollution, non, ce n'est pas le terme forcément approprié, puisqu'en fait, l'histoire géologique de la Nouvelle-Calédonie a engendré des concentrations en métaux très élevées. Ils sont certes toxiques pour certaines espèces végétales, mais parmi elles, certaines se sont adaptées et sont capables de survivre sur de tels sols. Alors justement, c'est un petit peu aussi l'exemple de Marseille, eh bien l'idée, c'est d'utiliser cette réponse de la nature pour réintroduire ces espèces qui sont résistantes à ces conditions de concentration métallique, mais les réinstaller durablement en les faisant se développer. C'est ce qui donne cette couleur au sol par endroit, justement, en Nouvelle-Calédonie ? Alors c'est un sol latéritique, cette couleur vient d'une richesse en fer qui est extrême, un petit peu comme en Afrique aussi. Donc la très pollution, rouge plutôt. Oui, c'est le fer, mais la pollution ou les métaux toxiques sont moins visibles. Donc il y a par exemple beaucoup de nickel qui ne se perçoivent pas forcément dans la couleur du sol, mais sont bien présents. Allez, on revient vers vous dans un instant avec beaucoup de messages des auditeurs. franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Joy Joa et Lieutenant Nicholson avec Banale Histoire sur France Inter. Et l'état des lieux de la qualité de nos sols aujourd'hui dans le dossier de l'émission avec mes invités Claire Chenu, Solène Demonnet et Claude Grison. Et beaucoup de messages, ça c'est plutôt réjouissant de voir Claire Chenu qu'on s'y intéresse. Un an après l'année internationale justement des sols, puisqu'évidemment ça n'est pas terminé. Et plus que jamais, il faut s'en occuper. Alors il y a beaucoup de gens qui réagissent à ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord sur ce terme de sol mort, Patricia nous dit un couple d'agronomes connus, je crois que c'est les Bourguignons dont elle parle, dit que les sols cultivés en France de manière non biologique sont des sols morts. Tous les micro-organismes sont tués par les traitements et les labours. Qu'en pensez-vous, Claire Chenu ? Alors, je pense que ça n'est pas le cas. Je vais prendre un exemple très simple. On dit souvent que les sols de Beauce, en agriculture intensive, sont morts. Chaque année, il y a plusieurs tonnes de racines mortes de la plante cultivée et de paille qui sont restituées au sol. S'il n'y avait pas de micro-organismes, mais on vivrait, il y aurait des couches et des couches et des couches de paille qui s'accumuleraient. Non, il y a toujours des micro-organismes qui sont là, des micro-organismes, des vers de terre, des petits insectes qui sont là pour bien dégrader la matière organique. Donc non, les sols ne sont pas morts, les sols sont très résistants, mais on peut faire mieux. Je suis tout à fait d'accord. Solène Demonnet, il y a une véritable érosion pour de la compléter. biodiversité. Oui, pour compléter sur le système agricole actuel, la superficie du territoire français qui est utilisée à des fins agricoles, c'est 51% du territoire, donc c'est un gros levier d'amélioration de la qualité des sols en France. Oui. Et le modèle agricole tel qu'on le fait aujourd'hui avec des pesticides et des engins qui sont très lourds, a
amenuise la capacité des sols à la fois à réceptionner l'eau et à être un lieu de vie pour les micro-organismes et les vers de terre. Donc évidemment, il faut améliorer ce modèle-là. Claude Grison. Je crois qu'effectivement, en fait, c'est pas le sol mort qui est le qualificatif exact, c'est plutôt un appauvrissement de la biodiversité des micro-organismes présents, donc est en cause. Donc c'est sûr qu'on déséquilibre donc un milieu vivant, mais donc qui n'est pas qualifiable de mort, heureusement. Alors justement, les principales menaces qui pèsent sur le sol aujourd'hui, une question de Véronique, est-ce que l'urbanisation contribue largement à l'appauvrissement des sols, Claire Chenu ? Alors l'urbanisation contribue surtout à la perte en sol, car on artificialise et on imperméabilise à une vitesse absolument phénoménale dans différents pays du monde et dans le nôtre en particulier. 27 mètres carrés par seconde sont artificialisés. Alors ce chiffre, on va le retenir parce qu'on a même calculé pendant le disque combien ça faisait en terrain de football. Donc 27 mètres carrés par seconde de sol disparaissent en France. Claude Grison, vous avez sorti votre calculatrice pour nous, ce qui nous donne donc en terrain de football à peu près... Alors on a évoqué donc une dizaine de terrains de football donc qui sera détruit à la fin de l'émission. Voilà, c'est ça. Pendant 1 heure d'émission, on peut imaginer 10 terrains de football grignotés justement sur le sol français. Solène Demonnet. Et à l'échelle européenne, on peut dire que c'est l'équivalent de la ville de Berlin qui disparaît chaque année sous l'artificialisation. Donc ça va très vite. Et ça, il faut absolument enrayer ce processus, Claire Chenu. C'est la priorité. Et en France, c'est la principale menace qui pèse sur les sols. À l'échelle mondiale, c'est l'érosion. Mais en France, c'est la principale menace. Donc il est urgent de tenir compte des sols dans nos politiques d'aménagement, d'urbanisation. Mais il y a des mesures d'urgence là qui sont envisagées ou pas quand on voit vraiment cette avancée galopante? Enfin, c'est effrayant. Alors oui, et là, dans le dispositif législatif, il y a des engagements à réduire la vitesse d'artificialisation des sols en France de moitié à l'horizon 2020, si je ne me trompe pas. Donc de moitié. Et c'est pour bientôt donc. Et c'est pour très bientôt. Oui. Claude Grison. Oui, on pourrait rajouter un troisième problème, je pense, on est d'accord là-dessus. Il y a aussi le problème des friches industrielles, donc des sols qui ne sont pas réhabilités, qui ne sont pas des surfaces cultivables, donc qui représentent également des surfaces très importantes et inquiétantes. Ouais, mais là, pour le coup, il y a de l'espoir aussi sur ces friches, parce qu'on pourrait en faire, il faut juste les prendre en compte. Oui, mais le contexte n'est pas toujours simple. On hérite parfois de situations donc justement polluées. Bloquées, oui, et donc de gros efforts de recherche et plus sont à mener. Solène Demonnet. Les politiques publiques ont évolué en 2013 sur ce point grâce à la loi Duflot ou la loi Allure qui incite la réhabilitation des friches polluées pour qu'on mette de l'habitat ou de la ville sur ces friches, évidemment après avoir été dépolluées puisque sinon ça fait des risques sanitaires. Autre exemple de pollution avec l'élevage intensif, extrait d'un documentaire consacré à la ferme des 1000 vaches. C'était sur France 24 en mars 2015. L'élevage pollue. D'abord parce qu'il faut détruire des forêts, souvent en Amazonie, pour planter des céréales. 33% des terres dans le monde sont cultivées pour nourrir nos animaux de ferme. Le bilan carbone s'alourdit à cause de l'animal lui-même. En digérant, les vaches émettent du méthane. Leur déjection, répandue sur les sols, dégage à leur tour des gaz. Nitrates, ammoniac, azote. Engrais naturels, ils deviennent néfastes en trop grande quantité. Ils pénètrent alors dans les nappes phréatiques. Voilà le problème, filmé en Caroline du Nord avec un drone par un activiste américain. La quantité de lisier est colossale, l'équivalent de 4 terrains de football. Alors les fermes-usines n'ont pas bonne presse. Cette seule exploitation, la ferme des 1000 vaches dans la Somme, cristallise les tensions depuis 3 ans. La première grande ferme industrielle en France, où elles seront en réalité 500 à terme. Qui pouvons-nous croire aujourd'hui ? Les riverains craignent des pollutions massives des sols. Mais si la ferme des 1000 vaches fait peur, c'est surtout pour son symbole, l'industrialisation de l'élevage. Voilà, Solène Demonnet, un commentaire sur ce reportage et sur l'élevage intensif. Là, on a vu tout le processus justement de pollution. Chacun y va de son terrain de football d'ailleurs, on l'entendait aussi. Oui. Oui, sur l'industrialisation de l'élevage, donc c'est pas nouveau. On a l'exemple de la Bretagne chez nous. Oui. Ce qu'on peut en dire, c'est que le problème de la ferme des 1000 vaches, c'est que le lait, donc des vaches, est finalement le sous-produit de la production énergétique de ce projet-là, qui a pour vocation de méthaniser les excréments des vaches. Donc là, finalement, on détourne le but premier de l'agriculture pour aller dans un système de production énergétique en France. Claude Grison.
Oui, alors en termes de pollution, à ce niveau-là, je pense qu'au niveau de l'élevage, on peut ne pas oublier une problématique qu'on oublie souvent, c'est la qualité des compléments alimentaires qui sont proposés au bétail. Il faut quand même savoir que, donc on parle beaucoup là de pollution, par exemple par les activités industrielles, les métaux lourds. 55% en fait du cadmium qui est rejeté dans l'environnement est dû aux compléments alimentaires qui sont donnés au bétail. Donc ils viennent de là. Donc il faut s'interroger sur la qualité de ce qu'on propose au bétail. Ouais. Monique nous dit trop de zones commerciales s'installent sur des bonnes terres agricoles en périphérie des villes, alors qu'il faudrait sans doute les conserver au maximum pour développer l'agriculture de proximité. À Montpellier par exemple, un nouveau grand magasin veut utiliser 25 hectares de terres agricoles, mais les exemples ne manquent pas. Solène Demonnet, Claire Chenu. Absolument, ce sont toujours les terres agricoles et celles de meilleure qualité qui sont en premier grignotées parce que les villes se sont installées là où il y avait de la fertilité, là où il y avait de la richesse agricole. Oui, Solène Demonnet. Il y a un autre exemple emblématique en ce moment, c'est le projet Europa City en Île-de-France, où on va se mettre sur des terres agricoles. Donc, je crois que c'est 10 ou 12 hectares qui seront dédiés à un centre commercial très très grand. Alors que le blé de Gonesse, donc puisque ce sera vers Gonesse, le blé de Gonesse est très connu. Émile Zola en parlait déjà. Oui. Régis nous dit, on n'en parle jamais, mais le pire est en cours concernant les sols des espaces à peu près protégés au XXe siècle, le sol des forêts françaises. Les sols forestiers sont de plus en plus massacrés par une sylviculture qui s'industrialise, engins de plus en plus lourds, qui tassent le terrain, déstockent le carbone, coupent à blanc, dessouchage, replantation. Qui veut réagir à ce commentaire ? C'est qu'effectivement, alors la forêt française est en expansion, ne l'oublions pas, ce qui n'est pas le cas dans bien des régions du monde où au contraire il y a une déforestation dramatique. Effectivement, il y a des gros problèmes de tassement des sols forestiers. Il y a aussi un problème finalement de concurrence sur ce que nous voulons faire des produits forestiers. On exporte de plus en plus les branchages en forêt pour la production d'énergie. C'est autant de matière organique qui ne retourne pas au sol et à terme on peut s'attendre à un appauvrissement des sols forestiers plus marqué. Claude Grison, c'est pas très réjouissant tout ça quand même si on fait un bulletin de santé global des sols en France et ailleurs? Alors effectivement, on peut faire ce constat, mais on peut aussi voir un petit peu quelles sont les réponses de la nature. Je pense qu'il est absolument fondamental de ne pas rester dans des propos moroses, culpabilisants, ou d'imaginer un retour naïf qui renoncerait à toutes les technologies actuelles. Donc il faut voir les choses en face. C'est un constat dont on doit avoir conscience, mais la nature parfois donc est source d'inspiration absolument extraordinaire et nourrit des espoirs. Voilà, et c'est justement votre travail. Donc vous n'allez pas dire le contraire. On va voir ça dans la dernière partie de l'émission dans un instant. Deux questions plutôt d'ordre juridique pour vous, Solène Demonnet. Cet auditeur, Sébastien, nous dit comment protéger justement juridiquement les services écosystémiques rendus par les sols? C'est une très bonne question. La première chose, donc il y a un premier pas qui a été franchi grâce à la loi biodiversité qui a été adoptée cet été, qui reconnaît que les sols concourent à la constitution du patrimoine national. Donc ça y est, ils ont fait leur entrée dans ce grand écosystème qui nous rend service à nous, les humains. Donc ça, c'est le premier pas. Et donc derrière, nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'il y ait une reconnaissance globale du rôle des sols dans notre environnement, avec la création d'un régime juridique dédié. Et donc ça voudrait dire qu'à chaque fois que l'on crée une zone industrielle ou commerciale en périphérie de ville, on s'assure qu'on ne va pas sur des bonnes terres, qu'on change notre modèle agricole ou encore qu'on améliore notre gestion des friches industrielles. Comment on appelle la science des sols, Claire Chenu, s'il vous plaît? La pédologie. Voilà, encore un nouveau mot qu'on aura appris grâce à vous. Allez, on se retrouve dans un instant pour passer à la vision plus optimiste des choses et des solutions qui existent pour protéger nos sols. La tête carrée. Sur France Inter. Dossier sol avec Claire Chenu, Solène Demonnet et Claude Grison et vos messages donc franceinter.fr. Le mot-clé, l'attaque. Marie demande comment concilier la protection des sols avec le droit de propriété. Ça, c'est une bonne question, Solène Demonnet. C'est une très bonne question. On croit encore aujourd'hui que le droit de propriété est absolu, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, on va considérer que l'eau est un bien commun et que lorsqu'on a un cours d'eau au fond de son jardin, on doit s'assurer que
l'eau circule bien et n'empêche pas le voisin qui sera en aval d'avoir une eau de qualité et en quantité suffisante. Donc ça veut dire qu'en tant que propriétaire, on doit curer, entretenir les rives, etc. On pourrait considérer qu'on pourrait faire la même chose pour les sols, en disant que lorsqu'on a un sol de qualité en tant que propriétaire, eh bien on est propriétaire d'un milieu qui est bénéfique à tous les humains et que donc on doit en garantir la qualité pour les générations actuelles et futures. Alors justement, pour parler de la protection des sols, on va faire un petit tour d'abord en Nouvelle-Calédonie avec un documentaire Vue du ciel sur les sentinelles du corail. Jusqu'à présent, la région était très préservée. Mais aujourd'hui, pour exploiter une énorme mine de nickel, on a coupé des milliers d'arbres. Là, quand on voit de loin, on peut imaginer l'impact de l'érosion. Si tu végétalises, si tu enlèves la couverture végétale, par exemple pour l'extraction minière ou pour faire des constructions, tu vas fragiliser le sol. Dès qu'il y a une grosse pluie, toute la terre en fait va être charriée vers les rivières et tout arrive à la mer. Si des précautions ne sont pas prises, dès qu'il y a une grosse pluie, la terre peut être charriée vers les rivières et la mer. Il se produit alors un phénomène de sédimentation. Les tonnes de terre qui se déversent dans la mer recouvrent les coraux. Claude Grisant, vous connaissez bien la Nouvelle-Calédonie, hein. Vous avez la chance de pouvoir faire plusieurs voyages là-bas et de tester justement des plantes pour ce problème du nickel, par exemple, hein, qui est vraiment une des caractéristiques de l'île. Hein. Oui, alors une antenne de mon laboratoire est présente donc en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Donc le scénario est malheureusement bien connu, hein, l'extraction minière du nickel, hein, qui est quand même vitale pour le territoire, faut pas l'oublier. Donc est également très destructrice de cette biodiversité locale, hein, qui est extraordinaire par ailleurs. On imagine environ 23 000 hectares de surface dégradée, puisque toutes les mines sont à ciel ouvert et la première étape consiste à retirer la végétation donc superficielle. Donc c'est aussi pour vous un laboratoire à ciel ouvert justement. Oui. Donc mon véritable laboratoire, en fait, c'est la nature elle-même, qui a trouvé des solutions d'adaptation, de survie à ces contextes qui existent depuis très longtemps maintenant. Donc des plantes savent tolérer et résister à ces conditions de dégradation. Alors c'est ce que demande Boll justement, les sols contaminés par les métaux lourds, est-ce vraiment efficace d'utiliser des plantes pour dépolluer les sols ? Alors dans une première étape, l'objectif est déjà de réintroduire de la végétation pour limiter ce que Claire a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'érosion des sols. En Nouvelle-Calédonie, c'est un problème majeur pendant les orages tropicaux qui sont violents, les cyclones. Tous les sols dénudés subissent un lessivage des sédiments. Donc ça charrie les polluants. Tout à fait, et ils se retrouvent dans le lagon calédonien qui est patrimoine mondial de l'UNESCO et donc est à son tour contaminé. Donc il faut déjà planter des choses pour freiner en fait ce phénomène d'érosion. C'est ça, stabiliser le sol avec des plantes locales, des plantes endémiques qui ont des aptitudes à la résistance et qui pourront s'installer durablement. Donc ça, c'est la première chose, déjà. C'est la première chose, tout à fait, qui est très importante, qui n'est pas facile et qui nécessite quand même de la recherche, puisque les sols sont vraiment très très dégradés. Qu'est-ce qui est compliqué ? C'est de trouver la bonne plante ou c'est de pouvoir planter largement pour... C'est que les plantes résistent, en fait. La biodiversité est majeure. On a donc un grand choix d'espèces locales pour réhabiliter ces sols. Mais donc, il faut imaginer un hectare de tas de cailloux qu'il faut réhabiliter. Donc, c'est une épreuve. Il faut de la main-d'œuvre. Il faut de la main-d'œuvre. Les sols sont très appauvris, très peu de nutriments organiques. Donc la première étape, ce sont de trouver les amendements qui vont aider les plantes à survivre sur un sol où les métaux toxiques sont en revanche très abondants. Alors sur quelle surface vous avez pu travailler par exemple ? On travaille sur des parcelles de plusieurs hectares. On en a déjà 5 grands sites. Vous avez quel recul ? Depuis combien de temps Alors en fait, depuis 5 ans, 6 ans même maintenant, on travaille en collaboration avec les opérateurs miniers français, c'est important à dire. Ils nous soutiennent d'un point de vue financier et logistique. Et donc on travaille ensemble pour avancer le plus vite possible. On est déjà dans une deuxième étape de réhabilitation, c'est l'introduction de légumineuses locales. C'est très important parce que... Alors les légumineuses, d'accord. Elles ont un rôle essentiel, ce sont des petites usines chimiques à engrais. Elles vont réintroduire naturellement de l'azote dans le sol, qui en fait cruellement défaut, et vont ainsi faciliter le développement des espèces pionnières. Lesquelles par exemple ?
Alors, donc, Ceryantes calycina, voilà, un nom particulier. Ça me dit rien, ça moi. vous dit rien? Non. C'est une plante merveilleuse qui travaille en symbiose avec des bactéries du sol. Mhm. Donc, c'est une association merveilleuse. Les bactéries vont chercher l'azote qui est présent dans l'air, vont le réduire. C'est une réaction chimique très difficile, qu'on a du mal à faire, nous, en tant que chimistes. Les légumineuses le font et le transforment donc en ammonium, c'est-à-dire en engrais naturel. Et elles vont rétrocéder une partie de cet engrais à la plante. Et pourquoi accepte-t-elle de donner une partie de cet azote? Eh bien, parce qu'en échange, la plante, par photosynthèse, va donc avec l'énergie du soleil, va fabriquer des sucres dont la bactérie a besoin. Donc, travailler. à partir d'un sol pollué, Oui. contenant des métaux lourds par exemple, en plantant ces légumineuses magiques, Oui. vous avez tout un cycle qui opère justement et qui C'est permet ça. en plus non seulement de dépolluer, mais de nourrir la plante elle-même. Tout à fait, nourrir la plante et réintroduire les nutriments carbonés, azotés qui font défaut. Donc c'est une étape très importante dans la réhabilitation qui nous permet sur le long terme d'imaginer l'introduction d'espèces végétales plus fragiles, Uh-huh. c'est-à-dire tout simplement de réintroduire, d'élargir la biodiversité locale, revenir tout doucement vers l'état initial. Donc ça fait 5 ans que vous avez Oui. commencé à expérimenter cette chose-là. Et vous avez quel résultat donc aujourd'hui? Vraiment, le sol s'est Oui. totalement transformé? Alors, ces phénomènes sont lents, il faut savoir prendre son temps. J'imagine, oui. C'est très très important, faut pas être trop pressé, il faut pas attendre des résultats spectaculaires. On s'inscrit vraiment dans un programme qui est conçu sur le long terme. C'est pourquoi il est très important d'aller au-delà et de réfléchir dès le départ à une valorisation économique des efforts de réhabilitation. Sinon, ces efforts de recherche ne vont jamais jusqu'au bout. Et sur les terrains en friche dont vous parliez, par Oui. exemple, tout à l'heure, on pourrait imaginer exactement la même chose. On y par travaille exemple. aussi, on Ouais. travaille aussi en métropole, précisément sur des friches industrielles ou d'anciens sites miniers qui sont à l'abandon, avec des programmes similaires. Ouais. Donc là, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on n'est qu'en métropole, donc la biodiversité est moins riche et les possibilités sont un peu plus restreintes, mais existent aussi. Ouais, donc il faut trouver les bonnes plantes. Et ça, c'est peut-être le plus compliqué aussi au départ. Hein. Tout à fait, parce qu'on est tributaire de ce que fait la nature. On ne peut pas forcer le destin, il faut la respecter. À certains endroits, on trouve ces plantes merveilleuses. C'est le cas dans le Gard, près de Montpellier, Saint-Laurent-de-Minier, un village magnifique, mais comme son nom le rappelle, a été l'occasion d'activités minières. Eh bien, on a identifié 2 plantes. Une plante qui donc tolère la pollution, mais qui fait encore mieux. Elle l'extrait du sol, elle extrait le zinc et le stocke en permanence dans ses feuilles. Et qu'est-ce qu'on en fait après du C'est zinc? la grosse question fondamentale. Qu'en fait-on? C'est un petit peu l'innovation du laboratoire, c'est d'avoir montré que ces feuilles chargées en zinc n'étaient pas des déchets, comme on peut peut-être l'imaginer. Ces feuilles pouvaient être réutilisées dans un programme ambitieux de chimie verte qu'on développe au laboratoire et transformées en outils chimiques, la chimie du futur, de nouveaux catalyseurs de la chimie, donc viennent de ces plantes. Ouais, donc tout est utile là, finalement. Tout est utile, c'est épatant. tout est même précieux. Ouais, c'est épatant. Claire Chenu, on est très convaincus, en tout cas comme ça, sur le papier. Tout à fait, il y a une véritable ingénierie pas pédologique. que sur le papier d'ailleurs, parce que c'est sur le terrain aussi, là, en l'occurrence. Véritable ingénierie pédologique à développer et qui est actuellement développée, notamment sur les sols des villes. Ouais. Solène Demonnet, il faut quand même parler de cette initiative de France Nature Environnement qui est en train de porter avec des organisations européennes une saisine justement, donc directement des citoyens sur les sols pour qu'on les reconnaisse au niveau européen. Et il y a une grande pétition en ce moment qui est lancée. Voilà, c'est ça. Alors, plus qu'une pétition simple, c'est une initiative citoyenne européenne, ICE, et c'est un outil de démocratie participative par lequel les citoyens européens de tous les États membres saisissent la Commission européenne pour qu'elle mette les sols à l'agenda, donc politique, et qu'ensuite un système de protection juridique des sols soit enfin adopté, puisqu'il faut rappeler quand même qu'il y avait une tentative en 2006 par la Commission européenne de protéger les sols, que certains États membres, dont la France, avaient refusé, n'avaient pas voté cette proposition de directive, et donc là, c'est les citoyens qui se saisissent du sujet. Et il faut 1 million de signatures, justement, pour que l'Europe, justement, passe ce dossier en commission. Voilà, 1 million. La France avait été un des États bloquants. Alors, ce serait bien que les citoyens français aujourd'hui soient à la pointe et signent massivement. Comment s'appelle la pétition? Alors, vous allez sur le site People4, donc fort avec un 4, donc peopleforsoil.eu. Sinon, sur le site fne.asso.fr. Et donc là, vous avez un encart qui vous permet de laisser votre adresse mail pour pouvoir la signer. Et là, c'est France Nature Environnement. Il est en lien, je pense, sur la tête au carré. Chantal de Montagnier s'en est chargée. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les trois. On peut signaler quand même cet ouvrage, Le sol, une merveille sous nos pieds, qui nous a servi justement pour préparer cette émission et qui est sorti aux éditions Belin dans la collection Pour la Science. Merci beaucoup à vous trois.
3. Bonjour Fabrice Drouel. Bonjour Mathieu Villard. C'est lundi, c'est reparti pour Affaires sensibles. Aujourd'hui, la finale des championnats du monde d'échecs en 1972 entre Spassky et Fischer, autrement dit entre un soviétique et un américain, en pleine guerre froide évidemment. Cette finale est une métaphore de la guerre froide et nous en parlerons avec notre spécialiste après le récit. Notre invité, un spécialiste historien, spécialiste de la guerre froide, Maurice Weiss. Eh bien, on vous rejoint dans quelques minutes. Merci beaucoup Fabrice Drouel.